Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, du coup, quand je suis arrivé dans l'archéologie au départ, c'était rigolo parce que comme issu d'un milieu où on s'intéressait pas trop à toutes ces choses-là, pour moi, chaque cours ou chaque chose que je voyais sur le terrain, c'était un peu la fête, tu vois. J'avais l'impression d'être en permanence en train de regarder des reportages à la télé, tu vois. J'en prenais plein les yeux, plein les oreilles, c'était vraiment génial, quoi. Et puis au fur et à mesure, avec les années qui ont passé, à force de gratter de la terre à droite, à gauche, un peu partout en France, par tous les temps, sur tous les terrains, sur toutes les périodes, ben c'est normal, ben tu vois l'envers du décor, tu comprends des choses que tu comprenais pas quelques mois ou quelques années avant. Puis surtout, bah, tu vois des jeunes qui arrivent. Alors toi, tu l'es déjà un petit peu moins. Et du coup, j'ai vu les mécanismes avec les jeunes, j'ai vu les mécanismes professionnels, humains, on va dire scientifiques, même si j'aime vraiment pas le terme. Et c'est là qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte aussi en gravissant les échelons, qu'en devenant sous-chef, après je suis allé chef dans l'archéologie. À la fin, j'avais atteint, il y avait personne au-dessus de moi sur les chantiers de fouilles. Bon, j'en ai pas fait 150 non plus, parce que j'étais jeune, et j'en ai fait comme ça 3-4 des chantiers où j'étais le responsable, c'était moi le boss, quoi, si tu veux, en quelque sorte. Et là, du coup, j'avais des contacts avec les gens qui étaient au-dessus des administratifs. Donc, du coup, c'est-à-dire que j'étais l'interface entre l'archéologie de terrain et l'archéologie, on va dire, administrative. Et là, les masques sont tombés très très vite. C'était flagrant. Ça veut dire que tu fouilles des sites archéologiques en France et un petit peu partout dans le monde pour faire des rapports qui finissent dans des bibliothèques avec des choses qui ne sont pas consultables. Et à la fin, ton rapport de 300 pages, c'est l'équivalent d'un bon gros bouquin. Et ben en fait, tu vas en faire, on va dire, un article de 10-15 pages dans un périodique, et ça va être ça qui va rester. Et ton rapport n'est pas consultable. Et donc, du coup, tu vas te rendre compte que, en plus de ça, entre les données que tu peux avoir sur le terrain et ce qui va apparaître dans le rapport, déjà, il y a du gros bidouillage. Pourquoi? Parce qu'en fait, étudier un site archéologique, c'est étudier des restes. C'est comme si on te disait, voilà, tu prends un pâté de maison avec 15 maisons, tu vas la raser quasiment entièrement, tu vas laisser juste l'équivalent de, on va dire, 15 cm d'élévation sur tout le lotissement. Imagine toutes les informations que tu perds pour comprendre qui vivait là, comment, pourquoi, à quelle époque. Tu t'imagines, toutes les maisons sont rasées, il reste 10 ou 15 cm, il reste l'équivalent d'un parpaing, une hauteur de parpaing partout. Et avec ça, tu vas construire un raisonnement intellectuel qui va être posé dans un rapport de fouille, qui va être déjà bien édulcoré par rapport à ce que tu as sur le terrain. Tu vas faire des publications qui vont faire 10 ou 15 pages, et à la fin, 10 ans plus tard, tu vas tomber par hasard sur un livre, on va t'expliquer que le haut Moyen-Âge, les Mérovingiens, les Carolingiens, tout ça, c'était pas important, parce que on nous a bien expliqué que le roi d'Agobert, il avait la culotte à l'envers. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais fi de tout ce que tu peux avoir en termes d'archéologie, et tu vas raconter aux enfants et au bon peuple exactement ce qu'il a envie d'entendre. Voilà. Et donc, c'est pour ça que l'histoire, elle est très intéressante, d'autant plus que bien souvent, on ne la comprend pas à partir du moment où on n'a plus de traces écrites. Alors j'appelle traces écrites pas forcément de la préhistoire, mais déjà, on va dire que passé, en dessous de l'an 1000, déjà, les textes, il n'y en a pas beaucoup. Mérovingiens, carolingiens, l'Empire romain, on peut croire qu'on a des multitudes de textes. À part de l'épigraphie, il n'y a pas grand-chose. Donc essayer d'aller reconstituer la vie de certains empereurs ou des choses comme ça, pour savoir Caligula, Néron, enfin un peu qui on veut, Jules César, la guerre des Gaules, tout ça. La plupart du temps, pour l'immense majorité de toutes ces histoires-là, on a des copies qui datent de l'an 1000. T'imagines, c'est comme si maintenant, on faisait un texte sur l'époque de Louis VI le Gros. Ça paraît quand même bizarroïde. Et dans 2000 ans, en l'an 4000 du calendrier chrétien, on va se baser sur ce qu'on a écrit nous en 2000 pour expliquer ce qui se passait en l'an 1000. Et ça choque personne. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est génial. Et quand on vient se dire, ouais, mais là, on n'a quand même pas beaucoup d'éléments pour faire des conclusions, pour échafauder des théories. Ah non, mais Laurent, applique. T'inquiète pas. J'ai tout supervisé. J'ai réfléchi pour toi. Regarde, t'as tout ça de rapports de fouilles qui ont été faits sur des villages autour ou sur des sites qui sont à peu près similaires. T'inquiète pas, tu gratouilles, tu fais des copier-coller, tu te démerdes et tu vas gratter tes 300 pages rapidement, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'archéologie aujourd'hui. Alors, on va gratter des silex, des cailloux, de la poterie, ce qu'on veut. Et en fait, on va dire que si on sait décrire un trou, parce qu'un trou, ça restera jamais qu'un trou, un puits, un mur, de la céramique oxydative, réductrice, peu importe, on va se rendre compte que toute cette construction intellectuelle-là, elle est basée sur des ruines qui sont bien souvent ininterprétables.
Et c'est, moi, ce que je dis souvent, c'est que l'archéologie et l'histoire en général, c'est un petit peu comme un jeu de Lego. C'est-à-dire que tu ne mets que des pièces sur d'autres pièces qui ont déjà été mises avant. Et si tu vas essayer de remettre en cause les pièces qui sont en dessous, tu vas dire, ah oui, mais du coup, les hypothèses que tu es en train d'échafauder, que tu es en train de développer là, ça va à l'encontre de Jean-Michel Duchemol, qui a fait une carrière de 20 ou 30 ans à la fac. Est-ce que tu en as conscience? Bon, bah, je vais arrêter alors. J'ai compris que j'étais dans l'erreur. Donc Jean-Michel Duchemol, il a raison. Je vais faire du copier-coller sur ce qu'il a fait. Je vais faire du copier-coller sur 200 pages, puis je vais mettre 10 pages où je vais dire que j'ai trouvé des jolis trous, des jolis puits, quoi. Les gens se rendent pas compte à quel point l'archéologie, c'est en fait, c'est le miroir aux alouettes. On y voit ce qu'on veut. Et encore, je parle que de l'archéologie française. Et au niveau international, quand on part un peu en Amérique du Sud, en Amérique centrale, du côté de l'Égypte, du côté de la Chine aussi, chose très intéressante là-bas, et ben on se rend compte que c'est la même chose qu'en France, les puissance 10, puissance 100. Parce que c'est encore plus explosif. Mais le raisonnement intellectuel est le même. On échafaude sur des choses qui ont déjà été établies à l'avance. Et si vous commencez à dévier un tout petit peu, ben on vous fait les gros yeux. Et puis on vous dit, oulala, mais là on voit que t'es un petit jeune, quoi. Tu sors des sentiers battus, là, mais tu dis des bêtises, tu vas comprendre très rapidement que il faut que tu reviennes dans le droit chemin, voilà. Si tu veux ton prochain CDD, si tu veux tes titularisations, ou si tu veux avoir des jours pour faire ton rapport, bah, tu vas nous changer tout ça, quoi. Les gens se rendent pas compte de tout ça. Et moi, parce que j'étais justement responsable sur le terrain, et que j'ai vu l'univers des responsables qui étaient dans les bureaux. Et qui étaient des grands archéologues de bureau, hein. Attention, hein. Jamais un jour sur le terrain, hein. Faut pas déconner, hein.